Avant de me juger, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'ai passé 30 ans de ma vie à préparer des paniers repas pour l'école, à sauter mes propres déjeuners pour que ma fille ait tout ce dont elle avait besoin, tout ce qu'elle désirait. J'ai payé la moitié de ce mariage fastueux en silence, et même avec une certaine joie naïve. Mais lorsque je me suis assise à la table de cette réception grandiose, dans ce château qui suintait l'opulence, on m'a servi une assiette de pâté pour chien. J'ai entendu les rires étouffés. J'ai entendu sa nouvelle belle-mère, cette grande bourgeoise au sourire carnassier, glisser à sa voisine, de toute façon, elle a l'habitude des restes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scandale. Je me suis simplement levé, j'ai quitté la fête et j'ai passé un coup de fil. Ils pensaient que je n'étais qu'une pauvre femme, une petite chose insignifiante et vieillissante. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la terre sur laquelle reposait leur avenir portait encore mon nom. Et j'étais sur le point de leur enseigner le prix de la cruauté. Et la robe bleu marine que j'avais choisie pour le mariage de Camille, je l'avais dénichée dans un dépôt-vente chic du quartier Saint-Pierre à Bordeaux, il y a 3 ans de cela. Une petite merveille de la marque Tara Jarmon, simple, élégante, d'une coupe intemporelle. Je l'avais gardée précieusement dans ma penderie, enveloppée dans du papier de soie, en attendant une occasion spéciale qui justifierait cette folie à 30 €. Je n'aurais jamais imaginé que cette occasion serait le jour où mon unique enfant se marierait et me traiterait comme une parfaite étrangère. Alors que le VTC que j'avais commandé me conduisait à travers les vignobles du Médoc, je regardais les châteaux défiler, sentinelles de pierre blonde veillant sur des siècles de privilèges. Le soleil d'avril caressait les rangs de vignes parfaitement alignés, et l'air sentait la terre humide et la promesse du raisin. Cette région m'avait toujours semblé magnifique, mais aussi impitoyable pour ceux qui n'appartenaient pas à son cercle doré. Le chauffeur, un jeune homme poli, me demanda si c'était bien là, s'arrêtant devant l'immense portail en fer forgé du château Beauregard. La propriété s'étendait à perte de vue, une mer de vignes s'achevant sur un parc aux arbres centenaires. Le château lui-même, une bâtisse du XVIIIe siècle, semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe. Un de ces endroits où l'on imagine que même les fantômes portent des chaussures de créateurs. J'acquiesçai, ma voix sonnant plus assurée que je ne me sentais. Je payai la course via l'application, ajoutant un pourboire généreux. 40 ans à travailler comme cantinière dans un collège de la banlieue bordelaise m'avaient appris la valeur de la gentillesse envers ceux qui travaillent dur pour un maigre salaire. Le chauffeur m'adressa un sourire sincère qui, un instant, réchauffa la boule de glace qui se formait dans mon estomac. L'allée principale grouillait d'activité. Des couples élégants sortaient de berlines allemandes rutilantes. Les femmes arboraient des robes qui coûtaient probablement plus que mon salaire de 3 mois, leurs talons aiguilles s'enfonçant légèrement dans le gravier fraîchement ratissé. Les hommes, en costume sur mesure, semblaient tous sortis du même moule, celui d'une classe sociale à laquelle je n'appartiendrais jamais. Je restai un instant sur le bas-côté, observant ce défilé de la haute société, me sentant aussi à ma place qu'un moineau dans un concours de paon. C'est alors qu'une jeune femme s'approcha, une tablette à la main et un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Moreau ? Je suis Amandine, l'organisatrice du mariage. La famille Beauregard m'a demandé de vous accompagner à votre place. » Son ton était poli, mais dénué de toute chaleur. Elle ne me demanda pas comment j'allais, ni si j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle me guida par un petit sentier latéral qui contournait l'entrée d'honneur, comme si j'étais une livraison délicate qu'il fallait faire passer par la porte de service pour ne pas déranger les invités de marque. Le jardin arrière avait été transformé en un décor de conte de fées. Des arches de roses blanches et de pivoine encadraient l'allée menant à un hôtel improvisé. Des chaises dorées, alignées au millimètre près, étaient ornées de rubans de soie qui ondulaient doucement dans la brise. Tout était exquis, raffiné, et criait l'argent. Je me souvins des nuits passées à faire des ménages dans des bureaux après mes journées à la cantine, pour aider à payer la prépa puis la grande école de commerce de Camille. Elle ne l'a jamais su. Je ne lui ai jamais dit ce que cela m'avait coûté, les heures de sommeil en moins, les repas sautés. Amandine me conduisit jusqu'à la dernière rangée, à une chaise isolée, coincée derrière un imposant pilier de pierre qui obstruait partiellement la vue. Ce n'était pas une place d'honneur pour la mère de la mariée, c'était un placard à balai avec vue. Un endroit où je pouvais être présente, mais invisible. Incluse, mais marginalisée. Vous serez bien ici, me dit-elle, bien que nous sachions toutes les deux que le confort n'était pas l'objectif. Je m'assis, posant mon petit sac à main sur mes genoux. À l'intérieur, un mouchoir brodé par ma mère, une photo de mon défunt mari, Jacques, et un petit carnet où j'avais griffonné quelques mots que je voulais dire à Camille. Des mots sur l'amour que je lui portais, sur ma fierté de la voir devenir cette femme accomplie, sur mon espoir que nous serions plus proches maintenant qu'elle entamait ce nouveau chapitre.
Les invités commencèrent à remplir les rangées de devant. Je reconnus quelques visages vus sur les photos que Camille postait sur les réseaux sociaux, des collègues du grand cabinet de conseil où travaillait Thibaut, des amis du club de polo, des partenaires commerciaux de la famille Beauregard. Personne ne me jeta un regard. Pour eux, je faisais partie du décor, une présence nécessaire mais sans importance. Puis Béatrice Beauregard, la mère du marié, fit son entrée, telle une reine descendant de son trône. Sa robe couleur champagne, une création sur mesure, valait probablement plus que ma vieille Twingo, et les diamants à son cou capturaient la lumière du soleil comme une constellation privée. Elle se déplaçait parmi les invités avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. Lorsque son regard croisa brièvement le mien, son sourire s'effaça une fraction de seconde, remplacé par une expression indéchiffrable, un mélange de pitié et de mépris, avant de retrouver sa contenance parfaite. La musique commença. Le cortège nuptial s'avança. Les demoiselles d'honneur, toutes jeunes et sublimes dans des robes de soie lavande, défilaient gracieusement. Et puis, le moment que j'attendais et redoutais. Camille apparut au bras de son père, radieuse dans une robe en dentelle signée Delphine Manivet, qui avait dû coûter une petite fortune. Mon cœur se serra, un mélange poignant d'orgueil et de douleur. Elle était magnifique, la princesse qu'elle avait toujours rêvé d'être. Mais lorsque ses yeux balayèrent l'assemblée, ils passèrent sur moi comme si j'étais transparente. Pas un sourire de reconnaissance, pas un signe de tête subtil. C'était comme si les 30 années où je l'avais élevée, aimée, où je m'étais sacrifié pour elle, avaient été effacées de sa mémoire. Et la cérémonie fut belle, mais impersonnelle. Les vœux d'amour éternel semblaient récités, les larmes de joie plus jouées qu'authentiques. Lorsque le maire demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, il y eut un silence tendu. Pendant un instant absurde, j'ai envisagé de me lever. Non pour m'opposer, mais pour leur rappeler que j'existais. Que j'avais élevé cette femme, seule la plupart du temps après la mort de Jacques. Que mon amour avait été la seule constante dans sa vie. Mais je restais assise, les mains sagement croisées sur mon sac, regardant ma fille devenir officiellement une Beauregard. Et la réception se déroulait sous une immense tente cristal, dressée dans le parc. Les invités se mêlaient, une coupe de champagne à la main, riant et partageant des anecdotes dont j'étais totalement absente. On m'assigna une table au fond, près des cuisines, en compagnie de quelques employés du château invités par courtoisie. Pendant le dîner, j'observais Camille et Thibaut à la table d'honneur, entourés de leurs amis et de leurs familles rayonnantes. Béatrice Beauregard racontait des histoires charmantes sur l'enfance de son fils, tandis que personne ne mentionnait la moindre anecdote sur celle de Camille. C'était comme si sa vie avait commencé le jour où elle avait rencontré les Beauregard. Puis mon plat arriva. La présentation était artistique, une sorte de terrine élégamment moulée, accompagnée de légumes miniatures taillés avec une précision géométrique et d'un coulis brillant. Cela semblait sophistiqué, le genre de plat attendu dans une réception de ce standing. Mais l'odeur me parut étrangement familière. Je pris une petite bouchée, et mon estomac se souleva. Le goût était indubitable. De la pâtée pour chien. Sans doute une marque de luxe pour masquer l'évidence, mais de la pâtée tout de même. La texture, ce goût métallique, la façon dont la chose s'effritait dans ma bouche, tout me rappelait les boîtes que j'ouvrais pour Sultan, mon Golden Retriever décédé l'année dernière. Je regardais autour de moi. Les autres à ma table mangeaient un plat différent, un filet de bœuf semblait-il. Seule mon assiette contenait cette délicatesse spéciale. J'entendis alors des gloussements étouffés provenant de la table d'honneur. Béatrice Beauregard chuchotait quelque chose à l'oreille d'une femme assise à côté d'elle, et toutes deux me regardèrent avant de pouffer de rire. Puis j'entendis les mots, gravés au fer rouge dans ma mémoire, elle a l'habitude des restes, de toute façon. La voix était celle de Béatrice, mais le rire qui suivit, le rire incluait des notes familières. Je tournai discrètement la tête et je vis Camille, ma Camille, porter la main à sa bouche, ses épaules secouées par un rire qu'elle tentait de contenir. Ma propre fille. La petite fille que j'avais bercée, que j'avais consolée, que j'avais encouragée, se moquait de mon humiliation. La fourchette devint incroyablement lourde dans ma main. Le bruit de la fête s'estompa pour devenir un bourdonnement lointain. Le monde se réduisit à cette assiette infâme et à la prise de conscience que ma propre fille avait orchestré cela, ou du moins, l'avait permis. 30 ans de sacrifices, de garde de nuit, de repas sautés pour qu'elle ait de jolis vêtements. 30 ans à être mère et père à la fois, à lire des histoires du soir d'une voix rauque de fatigue. Tout ça pour en arriver là. Nourri comme un animal au mariage de ma fille, pendant qu'elle en riait. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas versé une seule larme, même si je sentais mon cœur se fissurer en 1000 morceaux tranchants à l'intérieur de ma poitrine. Au lieu de cela, j'ai reposé délicatement ma fourchette à côté de l'assiette. J'ai plié ma serviette en lin, lourde et immaculée, et je l'ai posée sur la nourriture, comme on dépose un linceul sur un corps. Puis, je me suis levé, avec cette même grâce silencieuse que j'avais perfectionnée au fil de décennies passées à être invisible. J'ai traversé la tente, longeant les tables où les conversations fusaient, où le champagne coulait à flots. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a demandé où j'allais. Personne n'a même remarqué que la mère de la mariée quittait la réception avant le dessert, avant les discours, avant même que Camille ne lance son bouquet. Mon départ fut aussi discret que ma présence l'avait été. J'ai suivi le petit sentier par lequel j'étais arrivé, le crissement du gravier sous mes talons bas étant le seul son qui brisait le silence de la nuit. L'air frais du Médoc était vif, presque mordant, et il a semblé nettoyer mes poumons de l'atmosphère suffocante de la fête. Une fois sorti du domaine, sur la petite route de campagne bordée de vignes, j'ai sorti mon vieux smartphone de mon sac. L'écran illumina mon visage, et je suis sûr que j'avais l'air d'un fantôme. J'ai fait défiler mes contacts, mes doigts tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une rage froide et pure. J'ai trouvé le numéro que je cherchais. Un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Maître Antoine Dubois. Il avait été l'un de mes élèves les plus brillants, à l'époque où je travaillais au collège de Lormont. Un gamin timide, issu d'une famille modeste, mais avec une intelligence vive et une soif de justice qui m'avait toujours impressionné. J'avais passé des heures après les cours à l'aider, à croire en lui quand personne d'autre ne le faisait. Aujourd'hui, il était un avocat réputé à Bordeaux, spécialisé en droit immobilier et successoral. Il m'envoyait toujours une carte pour la nouvelle année. La dernière disait « N'hésitez jamais si vous avez besoin de quoi que ce soit, Madame Moreau. Je vous dois beaucoup. » L'heure était venue de prendre cette offre au MOT. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix ensommeillée se faisant immédiatement plus alerte quand je me suis présenté. « Madame Moreau ? Est-ce que tout va bien ? Il est presque 23 heures. » Sa préoccupation était si sincère, si dénuée de calcul, qu'elle contrastait violemment avec la scène que je venais de quitter. Je lui ai dit que j'allais bien, mais que j'avais besoin de ses conseils de toute urgence. Je lui ai demandé s'il pouvait me recevoir dès le lendemain, un dimanche. Il y eut une pause, puis il m'a simplement dit de venir à son cabinet lundi matin à la première heure, à 9 heures précises, qu'il décalerait ses rendez-vous. Avant de raccrocher, il a ajouté que ma voix était différente, qu'il sentait que quelque chose de grave s'était passé. J'ai répondu que j'avais eu une soirée révélatrice. Le VTC que j'ai commandé est arrivé 20 minutes plus tard. Par une ironie du sort, c'était le même jeune chauffeur qui m'avait amené. Il m'a regardé avec surprise. « La fête est déjà finie, madame ?» Pour moi, oui, ai-je répondu en lui donnant l'adresse de mon petit appartement à Talence. Alors que nous nous éloignions, les lumières du château se sont fondues dans l'obscurité. Je savais que c'était la dernière fois que je verrais Camille de cette manière, en tant que sa mère soumise et aimante. La femme qui avait passé 30 ans à s'effacer était morte ce soir, à cette table, à côté d'une assiette de pâté pour chien. Et de ses cendres, quelque chose de nouveau, de dur et de tranchant comme l'acier, commençait à naître. Le silence de mon petit 2 pièces m'a enveloppé comme un vieux manteau familier lorsque j'ai refermé la porte. Mes chaussures ont résonné sur le parquet en traversant le couloir, passant devant les photos qui documentaient une vie qui semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Camille a 5 ans, avec sa robe de rentrée des classes que j'avais cousue moi-même. Camille diplômée de son école de commerce, radieuse dans sa tenue de cérémonie. Le jour où elle a rencontré Thibaut, avec ce sourire que je pensais alors être le signe d'un bonheur véritable. Toutes ces images me semblaient maintenant être des mensonges encadrés. J'y suis allé directement dans ma chambre et je me suis assise sur le bord de mon lit. Avec des gestes lents et délibérés, j'ai retiré la robe bleu marine, cette armure dérisoire pour une bataille que j'avais perdue avant même qu'elle ne commence. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai posée sur une chaise. Je ne la mettrai plus jamais. J'ai enfilé mon vieux peignoir en coton, celui que j'avais porté pendant d'innombrables nuits blanches, à veiller sur une Camille fiévreuse ou à l'attendre après ses premières sorties d'adolescente. Puis, je me suis dirigé vers la vieille commode en merisier qui venait de mes parents. Dans le tiroir du bas, sous des piles d'albums photos et les lettres jaunies de Jacques, se trouvait la boîte en fer blanc où je gardais les documents importants. Mon livret de famille, quelques polices d'assurance, et surtout, l'acte de propriété du terrain du Pilat. Cette parcelle, c'était le refuge de ma famille depuis 3 générations. Un hectare de pinède face à l'océan,
avec une vue imprenable sur le banc d'Arguin et la pointe du Cap Ferret. Une petite maison en bois, simple mais solide, que mon grand-père avait construite de ses propres mains. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture, j'avais 25 ans et Camille n'était qu'un bébé. Le terrain m'était revenu en pleine propriété. Mes parents avaient été clairs dans leur testament, c'était pour moi, pour assurer ma sécurité. Je n'avais jamais parlé à Camille de la valeur réelle de ce terrain. Avec la flambée de l'immobilier sur le bassin d'Arcachon, cet hectare valait désormais des millions. Une petite fortune. Pour elle, ce n'était que la cabane de papy et mamie, un endroit où nous passions quelques week-ends quand elle était petite, avant qu'elle ne décide que ses escapades étaient trop rustiques pour ses goûts de plus en plus luxueux. J'ai sorti l'acte notarié. J'ai lu et relu les lignes. Mon nom, Éliane Moreau, née Dubois, y était clairement inscrit comme unique propriétaire. Camille figurait comme héritière dans mon testament actuel, bien sûr. J'avais toujours supposé que ce terrain serait pour elle un jour, qui lui donnerait la sécurité financière que je n'avais jamais eue. Mais après ce soir, après avoir vu le mépris dans ses yeux, après avoir entendu son rire complice, quelque chose s'était brisé. L'idée de la voir construire une villa ostentatoire avec l'argent des Beauregard sur la terre de mes ancêtres, la terre où j'avais les souvenirs les plus heureux avec Jacques, me donnait la nausée. J'y suis allé dans la cuisine et j'ai mis de l'eau à bouillir pour une tisane. En attendant, j'ai pris une feuille de papier et un stylo. J'ai commencé une liste. Voir Maître Dubois lundi. Changer mon testament. 2. Explorer les options pour le terrain du Pilat. Donation. Fondation. 3. Organiser mes finances. Mes yeux se sont posés sur la photo de Jacques que je gardais sur le rebord de la fenêtre. C'était notre premier anniversaire de mariage, sur la plage de la Corniche, juste en bas du terrain. Il avait son bras autour de mes épaules, et j'avais cette expression de bonheur absolu, celle qu'on a que lorsqu'on se sent exactement là où l'on doit être. Serais-tu fier de moi, mon amour? Ai-je murmuré à la photo. Serais-tu fier que je ne me sois pas effondré? Il n'y a pas eu de réponse, bien sûr, mais dans le silence de mon cœur, j'ai senti que oui. Jacques m'avait toujours dit que j'étais plus forte que je ne le croyais. Tu as une colonne vertébrale en titane, Éliane, me disait-il en riant. Il faut juste que tu te souviennes qu'elle est là. Ce soir, j'avais retrouvé cette colonne vertébrale. Elle était froide, dure, et prête à soutenir le poids des décisions à venir. J'ai bu ma tisane, puis je suis retourné dans ma chambre. J'ai rangé soigneusement l'acte de propriété dans sa boîte. Lundi matin, je commencerai à reprendre le contrôle de mon avenir. Mais avant de me coucher, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fermé la porte de ma chambre à clé. Non par peur, mais comme une barrière symbolique. Cette nuit, pour la première fois depuis des décennies, j'allais dormir en ne pensant qu'à moi-même. Et alors que je m'enfonçais dans le sommeil, je ne pensais pas à Camille, ni à sa belle famille cruelle. Je pensais aux vagues qui se brisaient sur la plage du Pilat, indifférentes aux drames humains, constantes dans leur rythme éternel. Demain, je commencerai à construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ma vie passée. Je ne savais pas encore exactement quoi, mais je savais que ce serait quelque chose qui honorerait ma propre dignité. Et pour la première fois depuis des mois, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Un sourire minuscule, à peine perceptible, mais bien réel. Le sourire d'une femme qui venait de se souvenir qu'elle avait le pouvoir de dire non. Le dimanche qui a suivi fut un long purgatoire silencieux. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises sur la table de la cuisine. Le nom de Camille s'affichait, arrogant même en lettres capitales sur le petit écran. Le premier appel, je l'ai regardé, le cœur battant, un reste de réflexe maternel me hurlant de répondre. Le deuxième, je l'ai ignoré avec une satisfaction amère. Au troisième, j'ai simplement éteint le son. Je l'imaginais, là-bas, dans le luxe du château ou peut-être déjà dans leur appartement parisien hors de prix, s'agaçant de mon silence. Elle n'appelait pas par inquiétude. J'en étais certaine. Elle appelait par obligation, pour cocher une case sur la liste des choses à faire après le mariage. Ou pire, par curiosité, pour savoir si j'avais digéré leurs petites plaisanteries. J'ai passé la journée à faire des choses simples, presque rituelles. J'ai nettoyé mon appartement de fond en comble, frottant les surfaces avec une énergie féroce, comme pour effacer non seulement la saleté, mais aussi les dernières traces de ma vie d'avant. J'ai trié de vieux papiers, jetant sans ménagement les dessins d'enfants de Camille, les cartes de fête des mères écrites d'une main appliquée. Chaque objet jeté dans le sac poubelle était une chaîne que je brisais. Pendant que je m'acquittais de ces tâches,
je ne pouvais m'empêcher de les imaginer, eux. Le brunch du dimanche au château. Le champagne qui coule encore. Les rires gras de Thibaut, les sourires en coin de sa mère, Béatrice. J'imaginais la conversation. Ma fille, probablement vêtue d'un cachemire hors de prix, agitant une main manucurée pour balayer le sujet de mon départ précipité. Oh, maman? Elle est comme ça, un peu trop sensible. Elle a dû être fatiguée. Et je les entendais presque passer au sujet suivant, le vrai sujet, celui qui les intéressait vraiment. Le terrain du Pilat. J'imaginais Thibaut, avec sa suffisance de jeune loup de la finance, expliquer à quel point ce serait un geste formidable de ma part de leur céder la propriété. Pour un projet familial, bien sûr. Un investissement pour leur avenir. J'étais sûr qu'ils avaient déjà des plans, des croquis d'architectes dans un coin de leur tête. Ils ne voyaient pas la Pinède, ils voyaient des mètres carrés constructibles. Ils ne sentaient pas l'odeur des aiguilles de pin et de l'iode, ils sentaient l'odeur des millions d'euros. Cette pensée, loin de me faire souffrir, a cimenté ma résolution. Il n'aurait rien point le lundi matin, je me suis levé avant l'aube. J'ai choisi mes vêtements avec le soin d'un général préparant son uniforme pour la bataille. Un pantalon noir bien coupé, un chemisier en soie crème, et mes seules belles chaussures, des escarpins à petits talons que je gardais pour les grandes occasions. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu la cantinière retraitée. J'ai vu une femme. Une femme avec un objectif. J'ai pris le tram pour Bordeaux, descendant à la station des Quinconces. Le cabinet d'Antoine Dubois se trouvait dans un magnifique immeuble en pierre de taille, sur les allées de Tourny. En poussant la lourde porte en bois, j'ai senti que j'entrais dans un autre monde. Un monde de pouvoir et de règles que je ne connaissais pas, mais que j'étais sur le point d'utiliser à mon avantage. Et la secrétaire m'a accueilli avec un sourire professionnel et m'a conduite dans le bureau d'Antoine. Il était debout, près de la haute fenêtre qui donnait sur les allées. Le garçon maigre et timide de mes souvenirs avait disparu. À sa place se tenait un homme d'une quarantaine d'années, grand, avec une assurance tranquille. Son costume était impeccablement coupé, ses cheveux poivre et sel lui donnaient une gravité séduisante. Mais quand il s'est tourné vers moi, j'ai revu dans ses yeux la même lueur d'intelligence et de bonté que j'avais connue. Madame Moreau. Sa voix était plus grave, mais la chaleur était la même. Il m'a serré la main, un geste ferme et respectueux, et m'a invité à m'asseoir dans l'un des profonds fauteuils en cuir qui faisait face à son bureau en acajou. Et elle n'a pas posé de questions tout de suite. Il m'a servi un café, a attendu que je sois installé, créant un espace de calme et de sécurité. Puis, il s'est assis et m'a simplement regardé. Alors, Eliane, m'a-t-il dit en utilisant mon prénom pour la première fois, racontez-moi ce qui vous amène. Et j'ai tout raconté. Le mariage, la robe, la place derrière le pilier. J'ai décrit l'assiette, l'odeur, le goût. J'ai parlé des rires, des mots de Béatrice, et du silence complice de Camille. Je parlais d'une voix égale, sans larmes, comme si je relatais les faits d'un rapport. Mais je voyais la mâchoire d'Antoine se contracter. Son expression est passée de l'écoute attentive à l'incrédulité, puis à une colère froide et maîtrisée. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, ses doigts tapotant doucement sur le cuir de son fauteuil. Puis il a dit, d'une voix blanche, ces gens sont des monstres. Et ils ont commis une erreur monumentale. Ils vous ont sous-estimé. Cette phrase a eu l'effet d'un baume sur mon cœur meurtri. Il avait compris. Il n'avait pas essayé de minimiser, de trouver des excuses. Il avait vu l'acte pour ce qu'il était, une déclaration de guerre. Bien, a-t-il poursuivi, son ton devenant vif et professionnel. Passons à l'offensive. Vous m'avez dit au téléphone que vous vouliez revoir vos dispositions. Commençons par le testament. L'actuel lègue tout à votre fille, j'imagine? J'ai hoché la tête. Nous allons le révoquer. Aujourd'hui. Et en rédiger un nouveau. Que voulez-vous faire de vos biens? De mon petit appartement, de mes économies? J'ai haussé les épaules. Je n'y avais pas vraiment pensé. Antoine a eu un léger sourire. Pensez Y. Une association? Une cause qui vous est chère? Il y a des options fiscalement très intéressantes. Puis, nous sommes passés au plat de résistance. Le terrain du Pilat. J'ai posé l'acte de propriété sur son bureau. Il l'a examiné avec attention. Parfait. Vous êtes l'unique propriétaire, sans aucune charge ni servitude. Vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Le vendre, le garder,
ou le donner. L'idée a germé dans mon esprit, une petite graine de vengeance poétique. Ils m'ont humilié avec de la nourriture pour chien. Sultan, mon vieux Golden, était la seule créature qui m'avait donné un amour inconditionnel ces dernières années. Et si Antoine, ai-je demandé, ma voix tremblant pour la première fois, mais d'excitation cette fois. Est-ce qu'on peut donner un terrain comme celui-là à une association de protection des animaux? Son regard s'est illuminé. Il a immédiatement saisi l'ironie sublime de la situation. On peut non seulement le faire, Eliane, mais on peut le faire d'une manière qui sera une œuvre d'art juridique. Une donation en bonne et due forme, notariée, irrévocable. Nous pouvons même y ajouter des clauses pour s'assurer que le terrain ne soit jamais vendu et qu'il serve uniquement à la cause animale. Nous pouvons créer une fondation à votre nom, ou au nom de Sultan, ai-je soufflé. Le refuge Sultan. Antoine s'est levé et a commencé à faire les 100 pas, visiblement galvanisé par le défi. C'est génial. C'est plus que génial, c'est parfait. La SPA de Bordeaux-Mérignac fait un travail formidable, mais ils sont toujours surchargés. Un refuge sur le bassin, avec un accès à la plage pour les chiens âgés ou en convalescence, ce serait un projet magnifique. Et la valeur du terrain leur donnerait un levier financier incroyable. Il s'est arrêté devant moi. Nous allons rédiger les documents pour la donation. Et nous allons préparer le Nouveau Testament. Pour vos autres biens, je vous suggère de les léguer également à la fondation que nous allons créer. Ainsi, votre héritage sera un tout cohérent. Un message clair. En sortant de son cabinet, 2 heures plus tard, j'avais l'impression de flotter. Le soleil des allées de Tourny me semblait plus brillant, l'air plus léger. J'avais en ma possession les brouillons de documents qui allaient dynamiter les ambitions des Beauregard. Antoine allait tout finaliser et nous avions rendez-vous chez le notaire à la fin de la semaine pour tout signer. Il m'avait serré la main une dernière fois en me disant « Vous êtes une femme remarquable, Eliane. Ne laissez plus jamais personne vous faire croire le contraire. » J'ai marché le long des quais de la Garonne, regardant l'eau boueuse couler vers l'océan. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme un débris emporté par le courant. Je me sentais comme le fleuve lui-même. Puissante, déterminée, et traçant mon propre chemin vers la mer. Le plan était en marche. Et la vengeance, comme on dit, est un plat qui se mange froid. Le mien serait servi avec une élégance glaciale. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Antoine ont été empreints d'une étrange sérénité. J'agissais avec la précision d'une horlogère, chaque geste étant une pièce que j'assemblais dans le mécanisme complexe de ma nouvelle vie. J'ai contacté ma banque, demandé un relevé complet de mes avoirs, l'assurance vie que Jacques avait souscrite, mes petites économies patiemment accumulées. Le montant n'était pas faramineux, mais ajouté à la valeur du terrain, il représentait une somme qui pouvait changer la donne pour une petite association. Pendant ce temps, le silence de l'autre côté était assourdissant. Pas un message, pas un appel de plus. J'imaginais que Camille et sa nouvelle famille, après avoir essuyé mon refus de communication initial, avaient décidé de me laisser bouder. Ils devaient penser que le temps jouerait en leur faveur, que ma colère s'éroderait et que la solitude me ramènerait au bercail, docile et prête à céder. Quelle erreur de jugement. Ils ne comprenaient pas que ce n'était pas de la colère, mais une métamorphose. La chenille ne boude pas dans son cocon, elle se transforme. Le mercredi, Antoine m'a appelé. Il avait pris contact avec la directrice de la SPA de Mérignac, une femme nommée Hélène Mercier. Il lui avait exposé le projet de donation, sans entrer dans les détails personnels de mon histoire, parlant simplement d'une bienfaitrice désirant rester discrète. Sans surprise, sa réaction avait été un mélange d'incrédulité et d'enthousiasme débordant. Elle voulait me rencontrer. J'ai hésité un instant, préférant l'ombre à la lumière, mais Antoine m'a convaincu. C'est important, Eliane. Pour que vous voyiez concrètement où ira votre don. Pour que vous mettiez un visage sur ce projet. Nous nous sommes donc retrouvés le jeudi, dans un petit café près de la place Péberlan. Hélène Mercier était une femme d'une 50aine d'années, l'énergie chevillée au corps, avec des yeux vifs qui avaient dû voir leur lot de misère animale mais qui brillaient encore d'une passion intacte. Elle portait un jean usé et un simple pull, et ses mains étaient celles de quelqu'un qui n'a pas peur de se salir. Elle ne m'a pas regardé avec la pitié que je redoutais, mais avec une sorte de respect mêlé de curiosité. Madame Moreau, a-t-elle commencé, sa voix directe et chaleureuse. Maître Dubois m'a parlé de votre intention, et je dois vous avouer que j'ai du mal à y croire. Un hectare au Pilat. C'est un rêve. Un rêve que nous n'aurions jamais osé faire. Je lui ai parlé de Sultan. Je lui ai décrit sa vieillesse, ses pattes raides,
la joie qu'il éprouvait encore à sentir le sable sous ses coussinets et l'air salin dans sa truffe. Je lui ai expliqué ma vision, pas un simple refuge, mais un havre de paix pour les inadoptables. Les chiens trop vieux, ceux qui ont des maladies chroniques, les handicapés. Ceux que personne ne veut. Un endroit où ils pourraient vivre leurs derniers mois ou leurs dernières années dans la dignité, l'amour et le confort. Une sorte de maison de retraite 5 étoiles pour toutou. L'idée d'un refuge sultan a fait briller ses yeux. C'est exactement ce qui manque, a-t-elle dit, sa voix chargée d'émotion. Nous nous battons pour faire adopter les jeunes, les beaux, les faciles. Mais les vieux nous brisent le cœur. Ils finissent leur jour dans un box en béton. Votre projet, ce n'est pas juste un don, c'est une révolution dans notre manière de penser la fin de vie animale. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a décrit les frais vétérinaires, le besoin de personnel qualifié, les aménagements nécessaires. Sa compétence et son dévouement étaient évidents. Je savais que mon héritage, l'héritage de mes parents, serait entre de bonnes mains. En la quittant, je me sentais légère. Ma vengeance n'était plus seulement une affaire personnelle, elle prenait une dimension plus grande, plus belle. Le mal qu'on m'avait fait allait se transformer en un bien immense pour des centaines de créatures sans défense. L'ironie était si parfaite qu'elle en devenait presque une œuvre d'art. Le vendredi matin est arrivé. Le jour J. Je me suis rendu à l'étude du notaire, un vieil ami d'Antoine, dans le quartier des Chartrons. L'endroit était feutré, sentant la cire et le vieux papier. Antoine et Hélène Mercier étaient déjà là. Le notaire, un homme à la chevelure blanche et au regard bienveillant, a sorti les documents. Il a lu les actes à voix haute, d'un ton monocorde qui donnait un poids solennel à chaque mot. D'abord, la révocation de mon ancien testament. Un trait de plume, et Camille était déshéritée. Puis, la lecture du Nouveau Testament, léguant la totalité de mes biens, appartements et avoirs financiers, à la future fondation Sultan, dont la SPA serait l'unique gestionnaire. Et enfin, l'acte de donation du terrain du Pilat. Irrévocable. En pleine propriété. Avec effet immédiat. Le notaire a posé son stylo. Madame Moreau, êtes-vous certaine de vouloir procéder? M'a-t-il demandé, comme la loi l'exige. J'ai regardé Antoine, qui m'a fait un signe de tête encourageant. J'ai regardé Hélène, qui avait les larmes aux yeux. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit de toute ma vie, ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas. J'ai signé. Chaque paraphe, chaque signature au bas des pages, était comme un pas de plus vers ma libération. Quand j'ai posé le stylo pour la dernière fois, un poids immense s'est envolé de mes épaules. C'était fait. Juridiquement, légalement, irrévocablement fait. Il ne pouvait plus rien y faire. Il pouvait crier, menacer, engager les meilleurs avocats de Paris, le terrain ne leur appartiendrait jamais. Hélène s'est levée et m'a prise dans ses bras, une étreinte maladroite mais incroyablement sincère. Vous ne saurez jamais ce que vous avez fait aujourd'hui, a-t-elle murmuré. Vous allez changer tellement de vie. Antoine avait prévu la suite. Maintenant, la communication, a-t-il dit avec un sourire de stratège. Hélène, votre association va publier un communiqué de presse cet après-midi. Annonçant la donation exceptionnelle et la création du refuge Sultan. Nous allons l'envoyer à Sud-Ouest, France 3 Aquitaine, et à quelques magazines nationaux. Nous ne mentionnerons pas votre nom, Eliane, juste celui d'une généreuse donatrice bordelaise. Mais la description du terrain sera assez précise pour qu'il n'y ait aucun doute pour les personnes concernées. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre que la bête tombe dedans. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Je n'ai pas allumé la télévision ni regardé les nouvelles sur Internet. Je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise dans mon fauteuil, un livre sur les genoux, que je ne lisais pas. J'écoutais le silence. Vers 19 heures, mon téléphone, que j'avais rallumé, a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais je savais. J'ai décroché. Et la voix à l'autre bout n'était pas celle de Camille. Elle était plus grave, plus autoritaire, suintant le privilège et l'arrogance. C'était Thibaut. Eliane? C'est Thibaut. J'espère que je ne vous dérange pas. Le ton était faussement mielleux, mais je pouvais sentir la tension sous-jacente. Non, ai-je simplement répondu. Écoutez, il y a une rumeur un peu folle qui circule. Un article dans Sud-Ouest. Ça parle d'une donation d'un terrain au Pilat à la SPA. C'est une coïncidence un peu étrange, n'est-ce pas? Il n'y a aucune coïncidence, Thibaut. Il y a eu un silence. Je pouvais presque l'entendre digérer l'information. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que j'ai donné le terrain. C'est fait. Le silence qui a suivi était chargé d'électricité.
Je l'imaginais, son visage se décomposant, la couleur quittant ses joues. Mais, vous ne pouvez pas faire ça. C'est le patrimoine familial. A-t-il bégayé, l'arrogance laissant place à une panique non déguisée. C'est mon patrimoine, Thibaut. Et j'en fais ce que je veux. Mais, nous avions des projets. Camille et moi. C'était pour notre avenir, vraiment? Et quand comptiez-vous me parler de ces projets? Avant ou après m'avoir servi de la pâtée pour chien, le coup à porter. Je l'ai entendu suffoquer, chercher ces mots. Ça, c'était une blague. Une mauvaise blague de ma mère, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas ruiner notre avenir pour une stupide blague. Je ne ruine pas votre avenir, Thibaut. Je construis celui de centaines d'animaux qui, contrairement à certains humains, savent ce que signifie la loyauté. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai mieux à faire. Ne m'appelez plus. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis celui de Camille, et celui que je supposais être celui de Béatrice Beauregard. La première salve avait été tirée. La guerre était officiellement déclarée. Et je savais, avec une certitude absolue, que je n'étais plus la victime. J'étais celle qui tenait les rênes. Après avoir raccroché au nez de Thibaut, je suis resté debout au milieu de mon salon, le téléphone encore chaud dans ma main. Je m'attendais à un déluge, et je n'ai pas été déçu. L'appareil s'est mis à vibrer frénétiquement, une danse macabre sur la table basse. D'abord Camille. Son nom s'est affiché 10, 15 fois. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie. Puis, un nouveau numéro, probablement celui de la grande Béatrice Beauregard elle-même. J'ai ignoré. Le balai a duré près d'1 heure. Une tempête de notifications, un assaut numérique qui se voulait intimidant. Plus tard, dans la soirée, la curiosité l'a emporté. J'ai écouté les messages, non par faiblesse, mais comme un général écoute les communications interceptées de l'ennemi. La voix de Camille était passée par toutes les phases. D'abord l'incrédulité furieuse, des phrases hachées sur mon égoïsme et ma cruauté. Comment avais-je pu lui faire ça, à elle, le jour de son mariage? Puis le ton avait changé, devenant pleurnichard, manipulateur. Elle parlait de papa, de ce qu'il aurait pensé, de la mémoire de la famille que je bafouais. Elle pleurait, ou du moins, elle en produisait le son. C'étaient des larmes de frustration, pas de chagrin. Les larmes d'une enfant gâtée à qui l'on vient de retirer son jouet le plus cher. Le message de Béatrice était différent. Sa voix était un chuchotement glacial, chaque mot pesé, acéré comme un éclat de verre. Elle parlait de conséquences juridiques, d'abus de faiblesse, de responsabilité. Elle a terminé par une phrase que je n'oublierai jamais, « Vous allez regretter amèrement votre petit caprice, Madame Moreau. » La famille Beauregard ne perd jamais. J'ai écouté tout cela avec un calme olympien. J'ai effacé chaque message, un par un. Ce n'était que du bruit. Du bruit lointain qui ne pouvait plus m'atteindre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une idée claire en tête. J'avais détruit l'ancienne Eliane, il était temps de construire la nouvelle. Je me suis habillé, non plus avec mes vêtements pratiques et passe-partout, mais avec le pantalon noir et le chemisier de soie de mon rendez-vous chez Antoine. J'ai pris le tram et je suis descendu en plein centre de Bordeaux. J'ai marché, non pas vers les grandes enseignes de la rue Sainte-Catherine, mais vers le Triangle d'Or, ce quartier luxueux que j'avais toujours traversé en baissant les yeux. Je me suis arrêté devant un salon de coiffure à la façade discrète et élégante, un de ces endroits où je n'aurais jamais osé entrer. J'ai poussé la porte. L'intérieur sentait le thé vert et les produits capillaires coûteux. Une jeune femme m'a accueilli avec un sourire, sans la condescendance que j'avais anticipée. J'ai simplement dit que je voulais changer de tête. On m'a installé dans un fauteuil moelleux, on m'a offert un thé, et un coiffeur est venu me parler, un artiste avec des ciseaux à la place des pinceaux. Il a pris mes longs cheveux, que je portais en chignon depuis des années, entre ses doigts. Il n'a pas critiqué, il a simplement analysé. Il a parlé de la forme de mon visage, de la ligne de ma mâchoire que mon chignon effaçait. Il a suggéré une coupe plus courte, un carré dynamique et structuré qui dégagerait ma nuque et mettrait en valeur mes yeux. J'ai dit oui. Le bruit des ciseaux était une musique libératrice. Des mèches de mon ancienne vie tombaient sur le sol. Quand il a eu fini et qu'il m'a tourné vers le miroir, j'ai eu un choc. La femme qui me regardait n'était pas une inconnue, mais une version de moi que j'avais oubliée. Mes yeux semblaient plus grands, plus vifs. Mon port de tête était différent, plus fier. J'ai payé, sans même regarder le prix, avec ma carte bancaire. C'était un investissement. Pas dans mon apparence,
mais dans mon âme point en sortant, je me sentais différente. Plus légère. J'ai continué à marcher et je suis entré dans une petite boutique du cours de l'intendance. J'ai toujours aimé le cachemire, mais je ne m'en étais jamais offert. J'ai essayé un pull d'un bleu profond, de la couleur du ciel au crépuscule. La douceur de la matière sur ma peau était une caresse, un luxe simple et personnel. Je l'ai acheté. Je n'achetais pas des vêtements, j'achetais des sensations. Je me réappropriais mon corps, non pas pour plaire, mais pour me plaire. Cette sensualité retrouvée, ce plaisir de sentir une belle matière sur ma peau, était une révélation. C'était une forme d'érotisme intime, une conversation silencieuse avec moi-même. Je suis rentré à mon appartement dans l'après-midi, me sentant comme une actrice qui vient d'endosser un nouveau rôle. J'ai posé mon sac et mon nouveau pull sur le lit, et c'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Un coup sec, impérieux. Mon cœur a fait un bond, un seul, puis s'est calmé. J'ai marché sans bruit jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Camille et Thibaut. Plantés sur mon paillasson, dans le couloir modeste de mon immeuble. Leurs visages étaient des masques de fureur et d'anxiété. Camille portait un trench coat beige qui devait valoir mon loyer d'1 an, mais il avait l'air froissé, comme si elle l'avait enfilé à la hâte. Thibaut, à côté d'elle, tapait du pied, l'impatience et la colère se lisant sur ses traits habituellement lisses. Il semblait déplacé, des oiseaux de paradis échoués dans un pigeonnier. Et la sonnette a retenti à nouveau, plus longuement cette fois. Puis des coups ont été frappés à la porte. Maman. La voix de Camille était stridente, perçant le bois. Maman, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. Sa voix s'est brisée. Maman, s'il te plaît. Thibaut a pris le relais, sa voix plus basse, menaçante. Eliane, ça suffit, ce petit jeu ouvré, on doit parler. Je suis resté immobile, mon souffle suspendu. L'ancienne moi aurait ouvert. Elle aurait cédé, écouté les cris, les pleurs, les menaces. Elle se serait sentie coupable. Mais la femme qui se tenait derrière la porte n'était plus cette personne. Je pouvais sentir la force tranquille de ma nouvelle coupe de cheveux, la douceur protectrice du cachemire que j'imaginais déjà sur ma peau. Je leur ai tourné le dos. Lentement, délibérément, je suis allé dans ma cuisine. J'ai rempli la bouilloire d'eau et je l'ai mise en marche. Le léger sifflement de l'eau qui chauffe a couvert le son de leurs coups de plus en plus frénétiques. J'ai sorti ma théière, une tasse, une boîte de mon thé Earl Grey préféré. J'ai accompli ces gestes simples avec une concentration totale. De l'autre côté de la porte, mon monde d'avant se déchaînait, impuissant. Ici, dans le calme de ma cuisine, je préparais mon avenir. Ils ont fini par abandonner. J'ai entendu leur parageur s'éloigner dans le couloir, un dernier mot de Camille, un sanglot de frustration. Quand le silence est revenu, je me suis assise à ma table avec ma tasse de thé fumante. J'ai regardé autour de moi. Cet appartement, mon refuge pendant tant d'années, me semblait soudain étranger. C'était la scène de mon ancienne vie, et le décor ne convenait plus à la nouvelle pièce qui se jouait. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable. J'ai tapé des mots au hasard dans le moteur de recherche. Maison à vendre Cévennes. Ferme à rénover Dordogne. Gîte rural Pyrénées. Des images de paysages verts, de vieilles pierres, de rivières scintillantes ont rempli l'écran. Je ne cherchais pas à fuir. Je cherchais un nouveau décor. Un endroit où Eliane Moreau pourrait commencer son premier acte. Et pour la première fois, l'avenir n'était pas une page blanche angoissante, mais une carte pleine de possibilités excitantes que j'étais la seule à pouvoir dessiner.